axer tout le jeu sur Marco, c'est pas possible. C'est pas lui le patron. Verratti, depuis 2016, il est pas du tout entouré au PSG. Si tu demandes à Zidane il te dit on peut pas gagner la Ligue des Champions avec ça. Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très spéciale avec un invité qui le sera tout autant, vous allez voir. Et pour ce faire, je suis avec Jonathan Bensadoun que vous pouvez retrouver évidemment sur notre chaîne Twitch. Salut Théo, salut à tous, effectivement, ça va être une vidéo très sympa à venir et je pense que vous allez kiffer. Bonjour Daniel, merci beaucoup de nous accorder un petit peu de ton temps. On va essayer d'ouvrir une petite discussion sur cette saison très particulière du Paris Saint-Germain. Je te laisse avec la première question. Ouais, tout simplement Daniel, déjà comment est-ce que tu vis un peu cette saison un peu folle du PSG, parce qu'on est passé d'un mercato qui a fait rêver bon nombre de supporters du moins. Peut-être les observateurs étaient un peu plus réticents, un peu plus sur la réserve. On est passé par toutes les émotions, le match de Manchester City exceptionnel, puis le niveau de jeu en général moyen, le match contre le Real à l'aller où tout le monde s'est emballé, et puis là, ces fameuses 17 minutes où tout a craché. Comment est-ce que toi tu vis tout ça? Alors, si tu veux revenir aux origines de la saison, puisque j'avais, avant même le début de cette saison, longtemps eu la conviction que Messi allait arriver, je m'inquiétais déjà avant. Et je me disais, quel choix on est encore en train de faire? On va se jeter sur cette opportunité parce qu'elle va arriver, parce que je savais qu'elle allait arriver. Et quand le PSG veut un truc, souvent ils y arrivent. Et donc je me disais, bon, est-ce que ça va pas handicaper l'équipe à un moment où le club reste quand même sur 2 bonnes saisons? C'était bien beau de me dire, toi t'as dit que Messi il allait arriver et tout. Oui, mais au fond de moi j'en avais pas envie. Ouais, bien sûr. J'en avais pas envie et moi ça me faisait pas rêver. Tout simplement parce que, alors là c'est en parenthèse et à titre perso, si j'étais dans un club, moi je prendrais jamais les mecs qui ont tout fait ailleurs. En gros, les mecs qui ont mangé dans les plus grands restaurants, je les prends pas dans le mien. Et là, non seulement il y a Messi, on fait également Ramos. Et là, on arrive à cette présentation surréaliste au mois d'août, mélange de bons joueurs et de vieille gloire, quoi. Moi, je crois pas trop à ça, parce qu'on avait déjà fait le coup avec Fon, notamment. Est-ce que c'est peut-être pas un problème aussi avec l'entraîneur en soi? Peut-être que c'était pas le bon entraîneur en fonction de ces joueurs-là. Non. Je pense que n'importe quel entraîneur se serait aussi craché comme ça. Comment il se sort du problème Messi-Neymar? Quel entraîneur se sort de ça? Par exemple, on voit un Ancelotti potentiellement qui est arrivé avec le Real Madrid, un Zidane. Il n'y a pas un entraîneur qui pense pouvoir gagner la Ligue des Champions avec Messi et Neymar, ça n'existe pas en fait. Demain, si tu demandes à Zidane il te dit on peut pas gagner la Ligue des Champions avec ça. Parce que tu peux pas gagner avec une équipe qui court 105 km dans un match, c'est pas vrai. Ou alors il faut remonter au Barça de Xabi, Iniesta, mais des mecs qui ont tout le temps le ballon. Et tu peux pas avoir tout le temps le ballon parce que t'as pas le milieu de terrain qui te permet de l'avoir. Justement, je suis d'accord avec les problèmes de cohérence que tu soulignes pour le dernier mercato. Et malgré tout, le paradoxe, c'est que cette équipe contre le Real Madrid était quand même globalement supérieure dans le jeu, alors qu'on connaît l'irrégularité de toute la saison. S'il n'y avait pas eu cette boulette de Donnarumma, si qualification il y avait eu, est-ce qu'on aurait à ce point mis l'accent sur les problèmes de cette politique sportive? Moi, le truc, c'est que d'abord, ça n'est qu'un 8e de finale. Je pense qu'on aurait fait une erreur à pas l'analyser. C'est ça. On aurait fait une erreur exactement comme l'année dernière. Mais un 8e, c'est quoi un 8e? Un 8e contre un Real? Écoute, ça me casserait le cul que le Real gagne la Ligue des Champions avec l'équipe qu'ils ont. Donc c'est une équipe qui est pas forte. Même l'année où on va en finale, c'est pas des matchs aller-retour. Et la gestion émotionnelle de l'aller-retour, c'est quand même dans l'histoire de la Coupe d'Europe quelque chose de particulier et qui ces derniers temps nous a quand même plus planté que réussi. Donc cette histoire de finale en 2020, elle est quand même à analyser dans un contexte particulier. Parce que le huis clos, moi c'est ma théorie, je pense que le huis clos aussi a beaucoup joué. Gestion de l'émotion, t'as raison. Gestion de l'émotion, parce que pendant 2 ans, il n'y a pas eu de public. Absolument. Finale, demi-finale. Là, la pression du Bernabeu, les ont... Oublie pas un truc, ce que tu dis est vrai, ajoute, on était enfermés à Lisbonne. Pas de sollicitation extérieure, une bulle totale. Une sorte de bulle où les mecs se sont focalisés et tout. Parce que le danger, c'est entre les 2 matchs, il y a les fameuses 3 semaines. Putain, mais t'entends tout et n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Les mecs. T'as des matchs de Ligue 1 qui te font douter, comme contre Nantes, etc. Tout ça, vous avez raison de le dire, parce que c'est des éléments qu'on n'évoque pas assez par rapport à ce qui s'était passé à Lisbonne. Et si on était passé, tu perds contre un club anglais, City ou quoi, ouais, peut-être. On n'aurait certainement pas été aussi sévère. Mais je pense qu'on se serait trompé dans l'analyse. Encore une fois, la construction de l'équipe, ça va pas, on pêche toujours au même endroit. Est-ce que tu penses pas que les réactions justement là qu'on voit ces derniers jours, c'est pas un peu trop tard? Par exemple, Pochettino qui a fait son premier coup de gueule après le match de Monaco, les premiers chants pour Mbappé contre Bordeaux après l'élimination, alors que même Choupo-Moting, c'est ce qu'on se disait avant, même Choupo-Moting a eu son chant avant Mbappé, et maintenant on est là, c'est quand même incroyable. J'avais pas pensé à ça. Ouais, mais c'est des trucs. Toutes ces réactions, même les banderoles pour prévenir de
ce qui peut arriver contre le Real. C'était une semaine avant le match aller contre le Real au Parc des Princes. Est-ce que c'est pas trop tard tout ça? Alors en fait, que ça nous pendait au nez. Oui, ça oui, mais après pour revenir, enfin, tu vois, le côté on cherche des leaders et tout, mais on prend des leaders qui jouent pas, comme quand on a pris Buffon, c'était pour faire une alternance. Des leaders, t'avais Navas. Pourtant, Dieu sait que je l'aime beaucoup, Donnarumma, etc. Mais non seulement on l'a massacré là, mais on l'a même massacré pour l'Italie. On ajoute des difficultés de gestion. Navas, c'était un taulier. Il pouvait y en avoir des tauliers dans le vestiaire et nous on les a tués avec Ramos ça a fait chier Kipembe. Messi c'est pas un taulier, Neymar comme d'habitude. Mais Ramos dans l'idée ça aurait apporté s'il avait joué. Mais on savait qu'il jouerait pas. Franchement à ce point. Mais évidemment tout le monde est au courant à Madrid qu'il pouvait pas jouer. On le savait, franchement c'est pas une surprise. Des mecs à mentalité qui peuvent devenir capitaine ou un peu taulier, tu les prends pas quand ils sont finis quoi. Prends-les avant. Mais dans l'idée je pense que Ramos, Paris ça les dérangeait même pas qu'il ne joue pas un match de Ligue 1 si c'était pour être présent justement dans une échéance comme celle du Bernabéu. Mais ça c'est on pas une le gestion. sait pas. Je suis bien d'accord. C'est pas d'un coup comme ça, bim, on appuie sur le bouton et d'un coup on devient fort. Le PSG on a toujours l'impression ils vont réussir en faisant tout ce que font pas les autres. Quand on était dans l'after ensemble, on en parlait justement du fait que toi tu voulais comme décision forte, entre guillemets, couper Neymar et Messi, 150 millions d'euros juste pour te séparer deux joueurs. En plus, à quelques mois de la Coupe du Monde, c'est compliqué. Ben moi je vois pas comment on fait. À choisir, tu pourrais, si tu dois t'en séparer d'un des deux. Bah Neymar, parce qu'il a un contrat qui est plus long, et Messi pourrait partir de lui-même, ou si tu le fais pas jouer, peut-être qu'il y aurait moins d'emmerdes. Honnêtement, si les deux restent, je sais pas comment on s'en sort. Ah ouais, à ce point-là? Je vois pas comment tu t'en sors. Tu les vois pas se réinventer malgré tout le talent qu'ils ont à la base, même si bien sûr ce ne sont pas les mêmes joueurs qu'il y a quelques mois. Peut-être ils peuvent faire une grosse prépa cet été parce que justement ils y ont un intérêt perso avec la Coupe du Monde, mais faire toute une saison avec ces deux-là, je vois pas pourquoi cette année ça aurait pas été possible de gagner la Ligue des Champions avec les deux, pourquoi ça serait possible l'année prochaine. Tu vas te retaper les mêmes problèmes, c'est pas deux joueurs qui sont capables de courir, puis Mbappé redémarrera pas avec eux, et si comme la tendance semble vraiment se confirmer, il s'en va, tu vas faire quoi? Tu vas aligner 100 millions sur le compte offshore de Raiola pour prendre Haaland, et tu vas mettre Haaland au milieu de ces deux-là, mais ça va être la même, hein. Je vois pas comment tu peux t'en sortir. Justement, tu parles d'Mbappé, de son avenir. Tu disais tout à l'heure que le Paris Saint-Germain, quand ils veulent quelque chose, en général, ils réussissent à l'avoir. Est-ce que tu penses que ça pourrait être le cas pour Mbappé ou ça semble... Ils vont tout faire. Mais le problème, c'est que dans le tout faire, il y a de lui mettre une équipe. Et pour avoir l'équipe, il faut qu'il vienne les deux. Qu'est-ce qu'on fait justement de joueurs comme Marquinhos, Verratti, on en parlait un peu, ce qui représentent un peu justement, est-ce qu'on les garde et on les met aux côtés, même si t'aimes pas trop ça, mais de joueurs plus expérimentés, de tauliers, style Mota. Là, le milieu de terrain, t'as un Wijnaldum qui est en échec absolu et qui en fait ne peut pas jouer dans ce style de jeu-là. J'avoue une énorme erreur là-dessus d'appréciation parce que moi j'étais content quand il est arrivé et il y a quelques jours on a reçu dans l'after... Vous pouvez pas prédire une telle... Bah si, statistiquement le mec il avait des données et tout pour dire qu'en fait il pouvait pas... À ce point, là c'est une passe face à un coéquipier qu'il n'arrive pas à réaliser. Là ok d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Mais que en fait le profil ne correspondait pas, quoi. Il y a des datas qui le disent. J'étais vachement étonné, mais quand le mec l'a expliqué, tu sais parfois quand on t'explique on comprend quoi. Le directeur sportif de Liverpool, qui d'ailleurs est en fin de contrat, qui va quitter le club, a eu du flair de pas le renouveler. Bah, peut-être que Klopp avait compris que c'était fini. Donc t'imagines le milieu de terrain là, axer tout le jeu sur Marco, c'est pas possible. Année après année, on en a la preuve. À l'Euro, qui est sa réussite, c'est pas le patron du milieu. Pas lui le patron. C'est pas le patron du milieu. Il fait partie des meilleurs joueurs de... C'est pas lui le patron, c'est Jorginho le patron. Mais est-ce que c'est pas ça le problème? C'est juste le problème de Verratti. Depuis 2016, il est pas du tout entouré au PSG. Il n'y a pas un seul joueur de chapeau. Moi je le trouvais meilleur quand il y avait Thiago Motta. Bah parce que peut-être qu'il était entouré de bons joueurs. Donc c'est bien ce que je dis, tu peux pas construire sans lui. Enfin, est-ce qu'on se rend compte que en 10 ans, jamais personne lui a trouvé sa meilleure place? C'est parce que je pense qu'il n'y a personne qui a pu bien l'accompagner, à part quand il y avait Mota. En Italie, au PSG, il y a 1, 2, 3, 4 entraîneurs. Ils ne trouvent pas sa meilleure place. Et les mecs ont tous dit des choses différentes. Pochettino arrive, 10. Ça n'a pas duré, ça. Bah, n'empêche, alors c'est un entraîneur de haut niveau, le mec il arrive, c'est bon, j'ai vu que c'était ça. Ah bon? L'autre, non, 6 devant la défense. Après, c'est parce qu'il est aussi polyvalent. Par exemple, on ne va pas dire que Marquinhos, le fait qu'il ait pu dépanner en 6, ça soit négatif. Bah, écoute, moi je trouve qu'il y a un problème avec sa position. Il y a un problème avec ce qu'il fait sur le terrain, avec sa couverture de terrain. Il y a un problème avec ça. On le voit partout. Au PSG, depuis le départ de Thiago Motta, on essaie de l'entourer, on n'y arrive pas, on a tout essayé. On a de joueurs moyens quand même, Daniel. C'est que des joueurs de chapeau 2, chapeau 3. Il n'y a pas eu. C'était faute de mieux, on a pris Paredes. Faute de mieux, on a pris par Gay. exemple, là où il était bon Marco Verratti, c'est avec Mota, un joueur de chapeau 1. Le problème étant que c'est que si. C'est qui en Europe alors? Tu mets à côté d'un De Jong, il s'éclate Verratti. Il s'éclate. Et il aura moins de tâches à faire, moins de responsabilités. Quand t'arrives le grand match, il est pas là. Quand tu vas en finale,
il est pas là. Quand tu fais le 8e de finale contre Dortmund, tout est bon, il est pas là. Je pense qu'il y a un juste milieu entre tout ce que vous apportez. C'est que Verratti, c'est un très bon joueur qui a beaucoup de talent, etc. Après, c'est aussi un joueur, comme tu peux le dire aussi, sur lequel on peut pas se reposer sur le long terme, sur tous les matchs, parce que il est pas là tout le temps, il est souvent blessé, etc. Donc, à la différence d'un Mbappé qui lui va porter l'attaque à lui tout seul, Verratti va pas porter le milieu sur toute la saison, ça je suis d'accord. Mais après, on peut aussi s'accorder à dire que c'est un très bon joueur, que quand il est dans les bonnes conditions, il fait aussi des différences. Et que ce serait bien que Paris recrute un chapeau à côté de lui, c'est tout. Quand il y avait des rumeurs de départ de Verratti au Barça il y a quelques années, je pense pas qu'il se serait éclaté avec un milieu avec Rakitic, avec Busquets, etc. Moi je pense qu'il a pas sa place avec ces mecs-là. Rakitic c'est au-dessus, mais même Pedri là qui a un môme il est au-dessus déjà. Il est déjà au-dessus Pedri, alors que c'est un môme. Voilà, oui, on va se quitter sur ces belles paroles. Bon, vous l'aurez compris, ça aura été compliqué de se mettre d'accord sur le débat Verratti, mais on espère que globalement la vidéo vous aura plu. Un mot supplémentaire avant de se quitter, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à nous donner de la force, parce que si on a ce genre de contenu, bah, c'est parce que voilà, on peut vous le proposer, et parce que vous nous donnez aussi la crédibilité de pouvoir démarcher et avoir un maximum d'intervenants. Et il y a un petit contenu additionnel aussi, je te laisse le teaser. Bah oui, effectivement, abonnez-vous à notre chaîne Instagram et TikTok. Parce qu'on a un contenu supplémentaire avec Daniel qui nous partage ses dernières infos sur Zidane. Bon, Zidane c'est un pro, s'il vient, il fera tout à fond. Vous verrez ces petites informations croustillantes autour de Zidane du Paris Saint-Germain, ça arrive demain. Allez, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Théo et Joe, voilà, et c'était un plaisir. Allez, ciao tout le monde.